Très bien, on va démarrer dans 1 minute maximum. Même 30 secondes. Très bien, je vais rappeler quelques principes de base de ce colloque. Beaucoup de présentations, beaucoup de questionnements. Il y a une obligation de questionnement, y compris des intervenants, qui se sentent obligés de le faire d'ailleurs. Et on attend beaucoup des participants qu'ils donnent plutôt leur point de vue et leur questionnement plutôt que des questions aux experts. Je le dis, parce qu'hier, ça a bien marché, il y avait un foisonnement de questions. Et je trouve que c'est très utile dans un colloque pour avancer. Il y a des questionnements soft, m'a-t-on dit, parce qu'il y a la mi-temps, première mi-temps, deuxième mi-temps, puis il y a la troisième mi-temps, quand on discute, les questionnements sont un peu plus cash. Alors n'hésitez pas à le faire, parce que plus c'est cash, plus on avance. Je vais me présenter, parce que tout le monde m'a dit, mais qui êtes-vous ? Alors c'est vrai que j'ai oublié de me présenter hier, je suis pas trop égotique, donc je m'appelle Jean-Marie Guilloux, je suis journaliste, j'avais monté des agences de presse sur la presse scientifique. Et je suis créateur de la mission agrobiosciences de l'INRA, qui est là depuis 18 ans à l'INRA, enfin qui vient d'être réintégrée à l'INRA, pardon, et qui a pour objet évidemment l'analyse et des controverses. J'ai parlé hier d'un contexte de controverses dans toutes nos thématiques, tout ce qui est sciences du vivant aujourd'hui peut faire la une de TF1 dès le lendemain. Sur évidemment des problématiques, des tensions. Et nous sommes chargés d'analyser de manière constante ces controverses et de mettre en avant les signaux faibles, c'est-à-dire les controverses qui vont surgir.
Et nous avons autour de nous un panel de 80 experts qui sont justement des disciplines qui ne sont pas forcément à l'INRA, et c'est tout l'intérêt évidemment de cette mission agrobiosciences. Par ailleurs, nous organisons beaucoup de controverses, dont les controverses européennes de Marciac sur vos sujets. Je vous invite à y venir, c'est fin juillet. Donc voilà, je me suis présenté. Je vais demander à Muriel Valentin Morison, oui, Morison, voilà, de venir. Alors là, ce sont donc des exposés de projets, de programmes d'expérimentation. Ensuite, nous aurons une table ronde, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, la session 2, c'est l'appui au dispositif spécifique Ecophyto, défi et le réseau d'épidémiosurveillance. Et Muriel Valentin Morison, vous êtes directrice de recherche à l'INRA. Sur des thématiques qui concernent l'influence des systèmes de culture sur les régulations biologiques et dont l'objectif est la conception de systèmes de culture économes en pesticides. Et vous allez nous présenter le programme Casimir, développement méthodologique pour une caractérisation simplifiée, j'insiste sur le mot, des pressions biotiques et des régulations biologiques. Je vous laisse la parole, c'est 10 minutes, comme tout le monde. Et ensuite, je vous demanderai quelques questions à partir de votre expérimentation pour donner la parole à la salle. Très bien. Alors, merci à tous. Donc, Muriel Valentin Morison, UMR Agronomie. Je suis la porte-parole d'un projet qui a été porté par Vincent Cellier et dont les participants n'ont pas pu tous venir, les participants comme l'ITAB et d'autres UMR de l'INRA. Donc, alors, on ne rit pas avec le nom, on a juste essayé de vouloir faire un peu d'humour pour vous présenter un peu comment mesurer les pressions biotiques et les régulations biologiques dans les systèmes économes en pesticides. Alors, grâce au plan Ecophyto, justement, on a, par le biais de ces fermes et de ces expérimentations en exploitation, des dispositifs qui vont assez loin dans des solutions pour réduire les pesticides, puisqu'on a même un réseau peste qui se passe complètement de pesticides, des tests d'expérimentation en exploitation agricole, des évaluations de ces performances de ces systèmes, dont on verra l'illustration dans la matinée. Pardon. Mais en fait, on n'a pas grand-chose sur les pressions en elles-mêmes. Et donc, notre objectif dans ce projet, c'était de manière générale d'outiller ces réseaux pour mesurer les pressions biotiques réellement subies, identifier les régulations biologiques dans des systèmes très peu anthropisés et, à moyen terme, de poursuivre l'évaluation de la capacité de ces stratégies à contenir les pressions biotiques. Alors, pour le plan Ecophyto, on a voulu donc répondre aux besoins en sensibilisant les agriculteurs à l'observation des pressions, pour les aider à interpréter les systèmes de culture, défi ferme et défi XP, et d'également sélectionner et concevoir en collaboration avec les utilisateurs des protocoles pour évaluer les dégâts, les populations de bioagresseurs et de manière un peu plus nouvelle, les régulations naturelles ou biologiques. On a réalisé cette dernière partie en collaboration avec DEFI au travers de la cellule de l'ACAN pour la conception de ces protocoles simplifiés. Alors, je vais vous illustrer cette partie au travers de 2 exemples de sortie, des inventaires de protocoles existants et puis un focus sur un protocole d'évaluation des mauvaises herbes dans plusieurs filières. Pour ce qui est sur le plan Ecophyto, donc on a plutôt mobilisé le réseau Zéro Peste, réseau de systèmes de culture où on se passe complètement de pesticides. Et sur ce réseau, on a essayé de contribuer à la compréhension des mécanismes de régulation biologique en se focalisant sur un certain nombre de ravageurs et leurs auxiliaires des cultures. On a donc réalisé ça en collaboration avec le réseau Zéro Peste et Indregarb, dont vous avez vu l'exposé hier. Pour cette partie-là, je vous ferai juste un focus sur un résultat d'essais observés en système sans pesticides du réseau Zéro Peste. Alors, tout d'abord, premier type de résultat, on a essayé de capitaliser les protocoles de mesure qui existent et qui foisonnent dans toutes nos institutions. Et on a réalisé donc un inventaire non exhaustif, mais tout de même assez significatif de protocoles existants. Donc vous voyez, plus de 650 protocoles ont été répertoriés dans plusieurs filières, grandes cultures, arboriculture fruitière, viticulture, production légumière, horticulture, et également un inventaire aussi particulier pour le suivi des adventices.
c'est pour l'instant une grille qui se caractérise sous forme de fichier Excel, qui certes n'est pas une grande base de données mais qui permet aux utilisateurs, par ce biais, de rechercher les protocoles qui sont adaptés à leurs questions, qui sont adaptés à leur temps de passage, qui sont adaptés à leurs contraintes en termes d'expérimentation. Donc, vous ne voyez pas grand-chose, mais en gros, ça se traduit par une grille qui, sur plusieurs onglets Excel, qualifie les différents protocoles et les classes selon plusieurs indicateurs, des indicateurs de temps passé, de contraintes, de coût expérimental, de temps par rapport aussi à la nécessité d'être formé pour réaliser ce protocole, et évidemment, classement aussi par rapport aux objets étudiés. Ce sont des organismes ravageurs ou bien des maladies. Ces protocoles proviennent de l'INRA, des plateformes Quantipest, du réseau ZéroPest, mais aussi également d'autres institutions comme Terzinovia, ITAB, qui a mobilisé les protocoles utilisés dans la boîte à outils du réseau Rotabé, et d'épidémiosurveillance comme le BSV. Ils sont donc accessibles sur la plateforme Quantipest. Observation des adventistes, donc deuxième type de résultat, pour Ecophyto toujours, premier type de protocole qui a été simplifié pour les grandes cultures et qui a été adapté à des systèmes de culture viticole. Le principe, c'est à chaque session d'observation, l'observateur effectue un aller-retour en W ou bien 3 passages le long de ces rangs de vignes. À l'aller, première chose, l'identification des adventices grâce à un didacticiel à la formation des adventices disponible toujours sur Quantipest. Et au retour, on note les espèces sous une notation Baralis bien connue de notre institution. On note à la fois le stade et l'évaluation visuelle de la densité, comme ça vous est représenté ici. Pour ce qui est des résultats sur Ecophyto, donc là on a à la fois suivi les ravageurs mais aussi et surtout les auxiliaires des cultures sur des essais systèmes sans pesticides, et on a essayé de mettre au point des suivis de bioagresseurs mais surtout d'auxiliaires par des méthodes simplifiées avec utilisation d'aspiration ou des pots pièges et comparaison de types de pots et de liquides de piégeage. On a aussi mobilisé des proies sentinelles et réalisé un certain nombre d'essais sur d'autres proies sentinelles que les pucerons et les adventices. A été également réalisé un guide d'aide au choix des stratégies d'échantillonnage qui vise à identifier combien d'échantillons faut-il faire dans une parcelle selon sa grandeur et le type de culture qui est présente. Donc un petit focus sur cette partie-là. Le réseau ZéroPest, c'est un réseau de 8 sites expérimentaux où des systèmes de culture sans pesticides aucun, même ceux homologués en agriculture biologique, sont testés. En mobilisant les leviers agronomiques liés à la rotation et au choix des espèces dans les rotations. Sur ces dispositifs, on a mesuré bien sûr un ensemble de ravageurs, mais aussi également les carabes, qui sont des organismes généralistes capables de réguler un certain nombre de ravageurs des cultures à l'état larvaire ou à l'état d'œuf. Et vous voyez ici la richesse spécifique de ces carabes sur les différents sites. Et ce qu'on peut constater, c'est une grande variabilité entre les sites, avec des sites dont la richesse spécifique est assez importante, comme Osville et Le Reux, et beaucoup moins comme Moggio et Nouzilly. Alors toute la difficulté a été de comprendre d'où venait cette variabilité de richesse spécifique. Donc ce qui est sûr, c'est que l'effet site était dominant, que globalement dans le système de culture, ce qui était prédominant, c'est l'effet de la culture, puisqu'on voit ici une richesse spécifique beaucoup plus importante sur colza, quel que soit le site expérimenté. Dernière illustration, sur les régulations biologiques par des proies sentinelles. On a donc utilisé 2 types de proies. Des proies qui sont des graines d'adventice collées sur une plaque de verre, ou bien des pucerons
également sur une plaque de verre. On a à titre expérimental aussi testé d'autres types de proies, mais je ne vous les illustrerai pas là. Même genre de graphique que précédemment, à 2 dates différentes, on a noté le taux de prédation, c'est-à-dire la quantité de proies qui avaient été dégustées par les organismes auxiliaires. Et vous voyez une très grande variabilité entre les sites. Vous avez Oseville en rouge, Grignon et L'Heureux en vert, Grignon ici et L'Heureux ici. Moguio dans le sud de la France en bleu et Mons et Nouzilly en violet côte à côte. Vous voyez donc cette grande variabilité entre dates et entre sites, ce qui a rendu très difficile l'identification de l'effet système de culture, qu'on n'a pas détecté comme significatif, mais un effet toujours prépondérant des cultures avec un effet toujours plus important dans le colza que dans les céréales. Finalement, l'ensemble des outils qui ont été succinctement illustrés ici sur Ecophyto, pour Ecophyto, sont disponibles sur la plateforme Quantipest ici. Et on peut y trouver donc une grille non exhaustive des protocoles dont je vous ai parlé, les protocoles de suivi des adventices de différentes natures, et en particulier ceux qui ont été construits pour les grandes cultures et pour la viticulture. Un didacticiel de formation à la reconnaissance des adventices, et puis un certain nombre d'autres outils, comme des fiches pédagogiques qui présentent des méthodes de suivi de manière simplifiée des ravageurs. Je vous remercie de votre attention. Merci. Petite question quand même. Tout projet demande toujours à être approfondi. Oui. Et vous soulevez qu'il serait important d'approfondir sur les questions de lien, système de culture sans pesticides et intensité des régulations biologiques contre les ravageurs de grandes cultures. Vous pouvez préciser un peu cet angle d'approfondissement ? Oui, donc vous avez pu constater que sur ce dispositif, on n'avait pas pu mettre en évidence d'effets système de culture qui étaient probablement liés à l'effet site assez important. Donc on envisage de mobiliser d'autres essais systèmes de culture qui existent par ailleurs dans les instituts techniques mais aussi à l'INRA et pour lesquels on a aussi des mesures de ces ravageurs. Donc on envisage d'approfondir cette question-là parce que un certain nombre de papiers récents montrent que lorsqu'on modifie l'habitat cultivé par le biais des systèmes de culture, qu'on le rend plus favorable à l'expression de ces auxiliaires, l'effet paysage n'est pas si marqué que l'effet système de culture, et donc on peut s'attendre à ce qu'à moyen long terme on puisse voir cet effet-là. Pour l'instant, c'est l'effet culture qui domine. Très bien. Je vais vous demander de vous asseoir ici pendant les questionnements. Y a-t-il des points de vue sur ce que vient d'exposer Muriel Valentin-Morison ? Je sais que c'est le matin, c'est toujours un peu... Ah, super. C'est bon. N'oubliez pas de vous présenter à chaque intervention, car nous décryptons tout le débat ensuite. Merci. Oui, bonjour. Jérôme Julien, je suis référent national en surveillance biologique du territoire pour la DGAL, chargé du réseau d'épidémiosurveillance qui conduit à la production des BSV, entre autres. Puis aussi, je travaille sur la biovigilance, les effets non intentionnels vis-à-vis de la biodiversité. Bon, j'ai écouté avec attention votre... exposé. On s'est posé bien évidemment les mêmes questions au sein du réseau d'épidémiosurveillance déjà depuis plusieurs années. Ce qui nous importe, c'est la faisabilité de l'épidémiosurveillance déjà en termes de disponibilité, de technicité pour les observateurs. Il y a eu des échecs sur certains réseaux d'épidémiosurveillance liés à l'application des protocoles qui sont jugés complexes pour certaines lignes. Ça ne s'est pas franchement arrangé avec le suivi des adventices depuis 2015. Et on a travaillé plus récemment, par exemple, sur les productions horticoles ornementales, mais on l'a fait aussi en culture légumière, en arboriculture fruitière, et ça vaut également pour d'autres filières végétales, sur un niveau d'observation qui soit suffisamment élaboré, pertinent pour produire une analyse de risque phytosanitaire au niveau de l'animateur filière qui va rédiger le BSV. Donc ça veut dire qu'on doit trouver le compromis entre la faisabilité pour l'observateur et puis véritablement la qualité, la fiabilité de l'information. Donc nous, on s'attache à ce que l'information soit représentative des différentes situations,
pédoclimatiques, de variétés, de dates de semis, etc. Et également, sur le plan agroécologique, de type d'environnement, typologie du paysage. Ça a été demandé à l'origine dans la constitution des réseaux, ce n'est pas toujours respecté, mais en tout cas, on a, disons qu'au sein de petites régions agricoles ou de bassins de production, des facteurs qui sont assez marqués, prépondérants, et on les rattache aussi à des systèmes de culture. Donc on a vraiment fait en sorte que les niveaux d'observation soient, par exemple, de 0 à 4, présence-absence pour le plus simple, mais ce n'est pas très exploitable. Ça, donc c'est absence le premier niveau. Et après, 1, 2, 3, on a considéré la fréquence, l'intensité et la distribution du problème phytosanitaire dans les cultures. Voilà, tout ça pour vous dire que la réflexion est bien engagée. Après, moi, je pourrais m'exprimer aussi au niveau de la table ronde par la suite sur certains projets, mais votre contribution, elle est intéressante justement pour prendre du recul par rapport à cette problématique assez complexe. Et on pourrait, je pense, travailler plus ensemble qu'on ne l'a fait jusqu'à présent pour améliorer véritablement le dispositif en cours. Mais sachez qu'on y travaille aussi de manière importante. Merci beaucoup. Donc travailler ensemble, c'est toujours attirant. Oui, tout à fait. Et on avait commencé, enfin, les questions, la manière dont il fait le raisonnement, on avait aussi abouti à ce genre de raisonnement. Qui veut intervenir? Donc je vais... Ah oui, Pierre Ricci. Oui, le micro arrive. Pierre Ricci, je voulais savoir comment vous interprétiez vos derniers résultats sur la très grande variabilité des niveaux d'expression de régulation biologique au travers des indicateurs que vous avez utilisés. Est-ce que ça veut dire que réellement les régulations biologiques elles-mêmes et leur effet sur les bioagresseurs sont très différents, ou bien est-ce que les contextes font que le niveau de base ou de référence de vos indicateurs est différent, mais ça ne reflète pas forcément un effet de régulation à des niveaux très divers? Comment vous... Enfin, vous n'avez pas l'information, mais je ne sais pas quelles hypothèses vous faites là-dessus. Les systèmes de culture qui ont été testés sont tous très très différents d'un site à l'autre, et l'effet environnement parcellaire est aussi assez différent d'un dispositif à l'autre. Et je suppose que ça peut induire des différences dans les communautés et donc dans la capacité de prédation de ces organismes-là. Je pense que la variabilité elle est surtout liée à ça. Ce qui serait intéressant, c'est sur un même site, avoir, justement pour gommer cet effet-là, plusieurs types de systèmes qui permettraient de tester aussi cette interaction entre les communautés et l'intensité de la régulation. Très bien. Je vais demander à Anne-Laure Boutigny si... Oui, pardon. Vous pouvez rester là. Alors, qui va nous présenter le projet... alors, on dit projet ou programme? C'est ça qui me... Projet, hein. Projet de recherche, voilà. Le projet de recherche Pyrophuse, qui est le développement d'un outil moléculaire innovant pour la caractérisation du complexe d'espèces de fusarium sur blé. Anne-Laure Boutigny, vous êtes chargée de projet de recherche au laboratoire de la santé des végétaux de l'ANSES depuis 2011. Je vous laisse donc 10 minutes, comme tout le monde. Et ensuite, on s'interrogera, enfin, vous poserez un questionnement. D'accord. Donc, merci pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter le programme Pyrophuse, dont l'objectif était de développer un outil moléculaire innovant pour caractériser les espèces de fusarium sur les épis de blé. La fusariose est une maladie des céréales particulièrement suivie dans le cadre du dispositif national d'épidémiosurveillance. Elle est causée par un complexe d'espèces du genre fusarium. Elle provoque une baisse du rendement et de la qualité technologique des grains. Et les champignons impliqués posent également un risque sanitaire, car certaines espèces de fusarium sont capables de produire des mycotoxines
métabolites secondaires toxiques qui s'accumulent dans les grains et sont transmises le long de la chaîne de transformation agroalimentaire. Les types de mycotoxines produites diffèrent en fonction des espèces de fusarium présents sur les épis. Une vingtaine d'espèces du genre Fusarium a pu être isolées et identifiées à partir de grains de blé fusarié. Donc c'est la raison pour laquelle on parle d'un complexe d'espèces associé à cette maladie. Et la diversité et la richesse des espèces de Fusarium impliquées, elles varient en fonction de l'année, de la région, des conditions climatiques, de la variété de la plante hôte, de l'historique parcellaire et des pratiques culturales. Afin de réduire le risque de développement de la fusariose, des traitements fongicides sont préconisés à la floraison, stade d'infection optimale des fusariums. L'efficacité des traitements fongicides, elle est variable et elle sera conditionnée par le type de molécule active utilisée, mais aussi la méthode et le stade d'application. De plus, chacune des espèces de fusarium présente une sensibilité particulière aux fongicides. Les changements de pratiques agricoles induits par le plan Ecophyto 2018 pourraient alors modifier ce complexe d'espèces associé à la fusariose. Ils pourraient le modifier en modifiant la diversité des espèces ou en favorisant une espèce par rapport à d'autres ou alors en provoquant, ça pourrait induire l'émergence de certaines espèces de fusarium. Par conséquent, le risque mycotoxique, c'est-à-dire la quantité de mycotoxines et la diversité de la contamination des récoltes par les mycotoxines changerait également. Le développement des technologies de séquençage à haut débit a permis d'accéder à la diversité des communautés de micro-organismes dans différents substrats. Et ces techniques, elles permettent un séquençage massif de marqueurs ADN, qu'on appelle des barcodes, enfin plus communément appelés barcodes, utilisés pour caractériser les espèces. L'objectif de ce projet était donc de développer et de valider un outil basé sur ces technologies de séquençage au débit, en exploitant la variabilité du gène EF1-alpha, afin de détecter l'ensemble des espèces de fusarium présentes au sein d'échantillons de terrain. Ce projet a permis la collaboration de trois équipes, donc le laboratoire de la santé des végétaux de l'ANSES, dont je fais partie, l'unité de recherche biogère de l'INRA et l'Institut du végétal Arvalis. Donc, je vais vous présenter les résultats majeurs obtenus au cours de ce projet. On a pu, dans un premier temps, sélectionner une partie du travail a consisté en la sélection d'un barcode d'intérêt, en fait, une portion d'ADN qui nous permettra, après séquençage, de sélectionner les fusariums, le genre, mais aussi de pouvoir différencier les différentes espèces entre elles sur ce segment d'ADN. On a ensuite mis au point l'outil. Donc c'est un projet qui a duré 3 ans. Donc c'est vrai que toute l'étape de mise au point, c'est quelque chose qui est assez long. Et on a mis au point cet outil sur deux types d'échantillons de référence calibrés. Donc des mélanges d'ADN témoins. Donc en fait, c'est des mélanges de divers champignons ou contenant évidemment des différentes espèces de fusarium. Donc ça nous permet de mettre au point l'outil, en fait. Et aussi sur des échantillons de blé artificiellement contaminés par différentes espèces de fusarium. Donc ça, c'est préparé en laboratoire. On va mélanger différentes espèces de fusarium dans différentes proportions, etc. Ça nous permet vraiment de valider l'outil et de tester sa sensibilité. Et il y a eu aussi une étape de développement et optimisation d'une combinaison d'outils d'analyse bioinformatique afin de traiter et analyser les séquences brutes étape par étape. Parce que quand on fait ces analyses en faisant du séquençage au débit, on obtient un nombre
énorme de séquences et il faut des outils bioinformatiques pour les traiter et les analyser. Ça ne peut pas se faire à la main. Ensuite, une fois toute cette optimisation faite, on a validé notre outil sur 65 échantillons de blé tendre, blé dur et orge, collectés en 2014 et 2015 dans différentes régions de France. Et là, je vous montre un graphique qui illustre le type de résultats qu'on peut obtenir. Donc, en fait, en bas, vous avez donc les 65 échantillons. On a 3 céréales qui ont été considérées. Donc, on a du blé dur, blé tendre, orge. Et on peut voir ainsi la composition en espèces de fusarium par échantillon. La présence d'un carré coloré, ça indique la présence de l'espèce dans l'échantillon. Et plus la couleur du carré est foncée, plus l'abondance, les séquences qu'on a retrouvées correspondant à l'espèce étaient abondantes. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que jusqu'à 17 espèces de fusarium ont pu être détectées dans les échantillons de blé tendre, blé dur et orge. Fusarium graminarum et Fusarium poe sont présentes dans la majorité des échantillons. Et on va retrouver certaines espèces de fusarium, plus spécifiquement dans l'orge, comme par exemple... Alors j'avais une animation... Voilà, comme par exemple Fusarium tapsinum, ou plus spécifiquement dans le blé, comme par exemple Fusarium proliferatum. Il y en a d'autres, mais... Donc l'avantage de l'outil développé, c'est qu'il permet d'appréhender en fait la diversité des espèces de fusarium sans a priori sur ce qu'on recherche. Contrairement aux techniques classiquement utilisées en biologie moléculaire, comme les tests PCR, qui recherchent dans les échantillons des portions d'ADN d'espèces connues. Et cet outil, il s'affranchit des problèmes de compétition et d'identification morphologique délicate des espèces rencontrées lorsqu'on fait de l'isolement mycologique. Cet outil, il permettra de détecter plus efficacement les émergences d'espèces de fusarium ou toute modification de la prévalence des espèces impliquées et donc le risque toxinogène associé. Son utilisation devrait participer à moyen terme à l'adoption de nouvelles stratégies en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de pratiques agricoles. Les perspectives de transfert de cet outil, donc le projet s'est terminé en fin d'année 2016 et l'année 2017 permettra de valoriser l'outil développé auprès des acteurs de terrain par différentes actions. On est en train de rédiger un guide d'utilisation. Il y a en ce moment une action de transfert de l'utilisation de l'outil de l'INRA vers Arvalis, puis Arvalis pourra faire une action de transfert vers les acteurs de terrain qui souhaiteraient utiliser l'outil. On a rédigé des articles de vulgarisation. On prévoit de présenter l'outil au prochain séminaire du Réseau français pour la santé végétale. Et on est en train également de rédiger un article scientifique et de préparer des communications pour présenter l'outil dans des congrès. Les perspectives de recherche donc, en cours, on est en train de mener une étude épidémiologique de la diversité des espèces de fusarium sur céréales en France. On a collecté des échantillons en 2014, 2015 et 2016 sur différentes céréales. Et on est en train de mener une étude épidémiologique en utilisant l'outil. Et on écrira, enfin on n'a pas encore les données, mais on devrait écrire un article scientifique, car ces données-là, elles n'ont pas été elles sont connues, mais elles n'ont pas été actualisées par un article scientifique depuis 2002, où l'étude avait été faite par des isolements mycologiques. Donc c'est bien de publier pour remettre à jour la situation avec des outils plus performants. Et à venir, l'utilisation de l'outil est envisagée pour réaliser des essais variétaux, par exemple, ou des essais fongicides. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous demande de venir nous rejoindre. Dans tout projet, il y a peut-être une question qui remonte et que vous m'avez nommée, que vous posez et qu'on peut poser à la salle aussi.
c'est en quoi l'outil développé dans ce projet est-il plus performant que les techniques utilisées actuellement pour caractériser les espèces de fusarium. C'est une question que vous posez ou que vous posez à la salle? J'en ai un petit peu parlé dans la présentation brièvement. C'est vrai qu'actuellement, les outils qui sont utilisés pour détecter les différentes espèces de fusarium, on va avoir deux types de techniques. On peut faire donc de l'isolement mycologique et identifier les espèces. Donc c'est quelque chose qui est assez long et il faut quand même une certaine connaissance des différentes espèces de fusarium pour pouvoir les distinguer morphologiquement. Et on peut aussi avoir des problèmes de compétition entre les espèces lorsqu'on réalise les isolements mycologiques. Autre technique qui est utilisée, ça va être des techniques moléculaires basées sur les techniques de PCR, ou de PCR en temps réel, où on peut amplifier, rechercher certaines espèces de fusarium spécifiquement dans les échantillons. Mais cette technique, c'est une technique qui recherche, disons qu'on sait ce qu'on va rechercher. On ne cherche pas l'inconnu. Alors qu'avec le séquençage au débit, on n'a pas d'a priori sur ce qu'on recherche, on amplifie un barcode et on a la diversité des espèces. Donc c'est vraiment... c'est vraiment bien pour travailler sur la diversité et sur l'émergence. Très bien, c'est la grande différence de ce projet, bien entendu. Je crois... Voilà. Antoine Messéan, INRA. Oui. En fait, si on se projette, j'ai bien compris l'intérêt. Ça fonctionne, oui. L'intérêt pour détecter les émergences. La question que je me pose, c'est si on se projette en régime de croisière, là on voit bien qu'il y a encore la mise au point, mais à terme, quelle va être la faisabilité en routine pour des acteurs de terrain? D'abord, à quelle échelle? C'est-à-dire, si on veut détecter des émergences, ça peut apparaître à peu près n'importe où. Donc, quelle est la densité? Combien d'observations il faudrait faire sur un territoire en termes de densité? Et quel est le temps de réponse de la technique, sa faisabilité technique, pour obtenir une réponse sur l'émergence qui permettrait ensuite aux acteurs, aux gestionnaires, aux agriculteurs ou aux opérateurs de terrain, évidemment, de faire quelque chose de l'information aussi, une émergence, de réagir. Et donc sur le coup d'après, alors j'entends bien qu'il y a une mise au point de technique, mais il me semble qu'il y a probablement un intérêt à essayer de se projeter sur ces techniques-là, pas seulement sur Fusario, j'imagine que c'est des techniques qui se développent de façon générale, mais qu'on essaye de se projeter en disant, bon, supposons que toutes ces phases de recherche-développement sont acquises, qu'il y a un intérêt. En pratique, comment les acteurs vont pouvoir s'en emparer et est-ce que là, on va avoir apparaître des obstacles de type des coûts opérationnels, des délais de réponse qui seront trop longs par rapport à une réaction. Voilà, commentaire un peu général à l'occasion de cet exposé, mais qui est plus large que cet exposé, évidemment. C'est vrai que ce sont des techniques qui sont actuellement en plein développement pour... pas que pour Fusarium, en fait, pour l'étude de communautés de micro-organismes, où là, c'est plus spécifique sur un genre de champignons. Donc, c'est vraiment les technologies qui se développent. En termes de coûts, c'est vrai qu'actuellement, c'est plus élevé que faire de l'isolement mycologique, ça c'est sûr. Par exemple, on peut, pour un run de séquençage au débit, on paierait actuellement dans les 4 000 € et ça nous permet d'analyser 200 échantillons. Mais ces coûts sont en train de beaucoup diminuer. Donc on peut imaginer que ça va baisser dans l'avenir. Ça a déjà beaucoup baissé et ça va encore beaucoup baisser. En termes de collecte d'échantillons, là, pour détecter une émergence, là, j'ai pas l'expérience pour vous dire comment ça pourrait se passer sur le terrain au niveau de la collecte pour pouvoir voir des émergences ou ça, ce serait à voir avec les acteurs de terrain. Mais en termes
d'utilisation, les résultats à obtenir sont... Si on reçoit des échantillons, c'est assez rapide. C'est même plus rapide que faire de l'isolement mycologique. Je ne sais pas, pour vous donner une idée, en 2-3 jours, on peut obtenir les résultats. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Autre point de vue. Oui, bonjour. Arnaud Joulin, Drave Grand Est. On sait que l'expression de la sécrétion des mycotoxines est assez compliquée, qu'elle est peut-être une réaction justement de compétition entre les organismes. Et je voulais savoir si, dans le cadre de cette étude, il était prévu de caractériser un peu, de mettre en rapport les types de populations de fusarium que vous avez avec l'expression des mycotoxines sécrétées. Et notamment aussi en rapport avec d'autres populations de champignons, je pensais aux microdochium, qui sont aussi présents sur les épis. Ce qu'on a prévu, en fait là on a donc un projet de recherche en cours où c'est ce que j'ai dit à la fin, on va réaliser une étude épidémio sur des échantillons collectés en 2014, 2015, 2016. Sur certains de ces échantillons, on a les dosages mycotoxines qui ont été réalisés. Donc on essaiera de mettre en relation les espèces de fusarium qu'on va trouver avec l'outil et les mycotoxines, mais ce n'est pas toujours des relations évidentes. C'est assez compliqué, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est prévu de regarder ça aussi. Par contre, microdochium, l'outil ne permet pas de détecter microdochium. Autre point de vue. Oui. Oui, Dominique Jonville, BSF. Donc j'ai bien vu en fait la détermination en fait des fusarioses. Par contre, en quoi en fait ça peut changer en fait les pratiques des agriculteurs derrière? Parce que ça c'est une observation qui est a posteriori. Comment en fait vous imaginez la relation entre les pratiques au champ et ce qu'on voit en fait en contamination? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on imagine avec cet outil, c'est par exemple mettre en évidence l'émergence d'une espèce de fusarium, et ça pourrait orienter peut-être les traitements, ou une modification de la diversité, ça peut orienter les traitements fongicides appliqués derrière. Non? C'est trop tard. Mais allez-y. Non, mais les traitements fongicides se font à la floraison, donc pratiquement avant l'apparition des symptômes. Donc, et comme là, c'est un outil où on observe en fait ce qui se passe au champ en fonction des conditions climatiques, des sensibilités variétales, du contexte régional, j'ai du mal à comprendre en fait comment on peut voir la relation entre l'outil et puis les pratiques, puisqu'en fait au départ l'objectif c'était de marquer pratique éco-phyto, des nouveaux itinéraires, etc. quoi. C'était ma question. Mais l'outil peut être utilisé dans des essais en fait. Dans des essais, il peut être utilisé pour faire donc de l'épidémio et voir la diversité des espèces ou l'émergence de certaines espèces, etc. Et il peut être utilisé dans des essais en amont en fait, des essais sur des traitements fongicides ou sur pour sélectionner des variétés. C'est vrai qu'une fois que la population est installée, pour orienter, effectivement, c'est pas possible. Autre point de vue. Est-ce que c'est... Vous vous présentez toujours. Ah oui, Pierre Guy, toujours. Est-ce que ces techniques d'analyse des espèces de champignons peuvent avoir une influence sur les tests qu'on va faire sur les fongicides? Et est-ce que ça peut avoir une influence sur la sélection variétale pour la résistance aux fusarioses? Ça n'a pas une influence, ça permet c'est des outils qui permettent effectivement de faire des tests sur des essais variétaux ou sur des essais de nouveaux fongicides. Ça peut être utilisé
dans ce type d'études. Mais ça n'aura pas d'influence sur les essais. Oui. Oui, Jérôme Julien, à nouveau, comme Pierre. Moi, je me demande si en fait, l'intérêt réel, c'est pas aussi d'avoir une meilleure analyse de risque, en fin de compte, pour travailler sur la rotation, les stratégies que l'on peut mettre en œuvre, comme dans des situations à risque élevé de mélange de variétés, par exemple, avec différents niveaux de tolérance. On peut, oui, certainement. moi, ça me paraît pertinent quant à une utilisation vraiment efficiente de votre présentation là, en termes d'analyse. Je pense que quand on travaille en amont aussi sur le maïs suite à des attaques de pyrale qui génèrent l'apparition de fusarium, mais qui après, en ADN+1, va pouvoir infecter au moment de la floraison les céréales et générer le risque mycotoxine. Là, on est vraiment dans une anticipation du risque qui me paraît très pertinente par rapport à un tel outil. Oui, je suis d'accord avec vous. Super. Je vais demander à François Brun de nous rejoindre. Il est là, voilà. Alors, François Brun, vous êtes ingénieur docteur à l'ACTA, en charge des questions numériques, modélisation, analyse des données. Vous allez nous présenter 2 projets aujourd'hui. Et le premier, il s'agit de PEBI, analyse stratégique des relations pratiques, environnement, bioagresseurs et perte de récolte. Eh bien, je vous laisse vos 10 minutes tout de suite. Bon, merci de m'avoir invité pour présenter ces résultats de projet. Donc, je vais vous présenter quelque chose, on va se situer beaucoup plus en aval par rapport aux présentations précédentes, c'est-à-dire on va exploiter des bases de données qui sont déjà existantes. Et je vais vous parler de la santé du végétal et de ses relations avec les pratiques, variétés, climat. Donc c'est un projet qui est mené par l'ACTA en relation étroite avec l'INRA et Arvalis. Voilà. Donc le contexte, c'est les pertes de production sur toutes les cultures dépendent à la fois de la production atteignable et de la santé végétale. Et ces deux composantes-là sont sous la forte dépendance du climat et du système de production. Et en particulier, la santé végétale dépend énormément du climat, mais aussi de toutes les pratiques, du système de production, donc c'est des pratiques, notamment le travail du sol, la fertilisation, les variétés, l'irrigation et bien d'autres que je n'ai pas mentionné là. Et par santé du végétal, on va s'intéresser pas à une maladie en particulier, mais on va essayer de s'intéresser à l'ensemble du cortège des maladies et bioagresseurs, et éventuellement de la flore adventice qui s'y prête. Même si notre étude, après, sera un peu plus restreinte, mais c'est un peu ça le principe. Donc, l'objectif du projet, pour poursuivre sur le contexte et après l'objectif, il y a de nombreux réseaux d'expérimentation qui existent, qui contiennent énormément d'informations sur la santé du végétal. On peut mentionner notamment tous les essais d'évaluation de variétés, tous les essais de comparaison de systèmes de culture, les essais d'efficacité de produits phytosanitaires, des expérimentations là, qui sont menées dans le cadre de défis XP, et bien d'autres réseaux d'essais ou voire de réseaux d'observation. Là, on s'intéresse plus au réseau d'essais dans ce cadre-là. Et l'objectif, c'est de remobiliser et d'analyser des données existantes pour caractériser et quantifier les risques vis-à-vis de la santé du végétal. Et donc, notre proposition, donc on se situe vraiment en aval sur comment proposer une démarche générique d'analyse de ce type de données. Qui se résume en 3 points clés, qui va être une première étape qui est la catégorisation des variables, qui permet de répondre à des questions du fait que parfois les protocoles ne sont pas complètement homogènes entre réseaux d'essais, des choses comme ça. Tout ce qui est analyse multivariée des données qualitatives, puisqu'on a transformé les données quantitatives en données qualitatives grâce à la catégorisation de variables. Et après, la quantification et la hiérarchie des facteurs de risque, un peu comme on fait en santé humaine. On va essayer de voir quels sont ce qui détermine le plus les risques en santé végétale. Et donc, c'est basé sur des méthodes statistiques éprouvées de plein de familles différentes. Nous, on a notamment utilisé tout ce qui est analyse de distribution, régression logistique, test de Key2 et compagnie.
On a appliqué ça sur un réseau, enfin la plus grande partie de notre travail du projet, c'est basé sur l'application sur un réseau qui s'appelle, qui est un réseau d'essais dit variété blé rustique. Donc il y a un réseau où on va comparer différentes variétés de blé, dites rustiques, dans différents systèmes de culture sur le même site. C'est un réseau qui couvre une grande partie de la France, hein, comme on le voit là, toute la façade ouest en tout cas et la partie centre, avec pas loin presque une dizaine d'années, qui couvre du coup une centaine d'essais et de nombreuses micro-parcelles. Donc ce qu'on peut voir à partir de ces analyses, on va retrouver des choses assez classiques. Hein. Alors on s'est intéressé seulement aux maladies, parce que dans ce réseau d'essais étaient notées uniquement les maladies. Essentiellement les maladies. Et donc on va pouvoir retrouver des choses assez classiques. Par exemple, on va voir que la rouille brune est liée à des facteurs de température assez élevés. On va voir que la fusariose est liée à des facteurs plutôt pluvieux par rapport à la climatologie. Et c'est un peu ce genre de résultat qu'on va vous montrer. Donc pour atteindre ce genre de résultat, on a dans la base de données, on a 5 maladies qui sont suivies avec des protocoles à peu près homogènes, mais quand même un peu variés dans le réseau, qui ont évolué en fonction des années. Donc ça, c'est ça qui caractérise la santé du végétal, donc qui est limitée dans ce cas-là à 5 maladies. Mais il faut imaginer que si on avait plus, on pourrait couvrir plus de problèmes sanitaires. On a différents niveaux d'itinéraires techniques, avec des niveaux d'intensification variés, 4 niveaux d'intensification. Et on va binariser, en fait, on va catégoriser les niveaux de maladies. On va pouvoir du coup classer ces niveaux de maladies et aussi classer les variétés. Et on va essayer de voir les corrélations entre tout ça. Au niveau des 4 niveaux d'itinéraires techniques, puisque c'est un point assez intéressant, on a 4 itinéraires techniques avec des niveaux d'intensification croissants. Le 4 qui est avec une très forte réduction d'intrants chimiques, le 3 moins d'intrants chimiques, le 2 qui est à peu près la pratique courante dans la localité qui permet d'avoir un rendement accessible, et puis le 1 où on cherche vraiment à maximiser le rendement. On a classé les variétés par rapport à leur profil de maladie, et ça permet de regrouper les différentes variétés en 3 groupes ici, en fonction de ces 5 maladies, et donc ça permet de voir les proximités des maladies par rapport à ces données. En situation faible intrant, donc là mon animation ne marche plus, mais c'est pas grave. On avait un tableau où on avait fait les relations entre donc les variables climatiques, le niveau choix variétal en bas, et la partie itinéraire technique. Et ce qu'on se rend compte, c'est assez connu, mais ça permet de le quantifier et de le hiérarchiser à nouveau, c'est que le facteur climatique est bien supérieur, un effet bien supérieur à tout ce qui est choix variétal, qui a lui-même un effet bien supérieur aux pratiques, en tout cas, qui étaient mises dans ce genre d'essai, qui étaient des pratiques assez variées, mais voilà, qui sont quand même un extrait particulier. On peut aller plus en détail sur une maladie donnée pour aller voir après l'impact qu'ont les différentes variables climatiques ou groupes de culture ou variétés sur une maladie en particulier. Ça, c'est sur la rouille brune, on l'a fait sur la fusariose et on peut le faire sur l'ensemble des maladies. Ça, je l'ai déjà montré. Donc l'analyse, on peut retrouver aussi, si on va zoomer sur le climat, qui est un des facteurs de risque évidemment le plus important, on peut voir par exemple sur la rouille brune que ça dépend énormément des conditions de température, un peu de l'humidité relative et puis un peu du nombre de jours de pluie. Et on peut faire ça sur les 5 maladies avec la même approche, avec une approche un peu commune. Voilà. En niveau conclusion, donc la santé, l'intérêt de ce travail, c'est de montrer que la santé végétale, il faut essayer de le prendre de manière globale. Et donc on l'a pris ici avec l'ensemble des maladies, sur 5 maladies qui étaient suivies, donc qui sont les 5 maladies principales sur le blé. On essaye d'établir ces relations entre pratique, variété, climat et santé végétale avec une démarche générique, avec de nombreuses méthodes statistiques accessibles. Et on a d'autres données disponibles. Et donc l'idée, c'est de mettre à disposition cette démarche pour les autres acteurs, et notamment les acteurs des réseaux défis XP qui peuvent être intéressés par cette démarche. Sur ce genre de démarche, on a aussi des formations qu'on a proposées l'année dernière dans le cadre du réseau modélisation et analyse de données et agriculture, qu'on a proposé en septembre dernier sur l'analyse des réseaux d'essais et méta-analyse. Et on va reproposer ça en septembre. Donc ça peut intéresser les personnes qui portent ces essais et qui veulent se consolider leur
leurs pratiques statistiques pour analyser ce genre d'essais, qui sont indispensables pour tirer de la connaissance solide sur ce genre de données. Ça a été valorisé sous forme de 2 publications qui sont du coup accessibles. Merci, je vous demande de nous rejoindre. Alors, Yvan, est-ce que je fais bien ? Alors, évidemment, est-ce que je fais bien de proposer à chaque présentateur de projet d'être là en face de vous? Oui, je pense. En même temps, les questionnements ne doivent pas se limiter aux questions posées. Moi, par exemple, tout ce qui est présenté ici, depuis hier, concerne mon travail, qui n'a rien à voir avec Ecophyto, mais l'analyse des données sur les controverses, je le dis très vite, nous a permis de travailler avec le LAS-CNRS qui fait de la robotique, intelligence artificielle, donc de co-construire les analyses de données, et les mathématiciens des mécaniques des fluides, qui justement sont dans les ensembles flous. Et je trouve que la manière dont toutes ces démarches sont exposées concernent souvent ce que voilà. Donc peuvent concerner d'autres domaines, et c'est un petit peu comme ça qu'on avance dans l'innovation collective. Voilà. Donc je vous propose des points de vue sur ce que vient de dire François Brun, et peut-être une question que vous voulez poser à la salle avant, ou un questionnement, pardon. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important sur ces débats où il y a des controverses, effectivement, d'avoir des outils pour quantifier les effets des différents leviers. On s'est rendu compte dans notre effet, on le savait, mais forcément le climat arrive bien avant les pratiques, arrive bien avant le choix variétal et bien avant les pratiques, et ça pose des questions parce qu'on met souvent en avant les pratiques avec des leviers. Voilà, et donc comment ça vous fait réagir voilà. Sachant que c'est qu'un essai particulier, c'est un réseau d'essais particuliers. Qui veut intervenir? 2 intervenants. Voilà. Allez-y. Philippe Rollet, donc DRAF, chargé de projet Ecophyto et agroécologie. Oui, c'est intéressant, votre présentation est particulièrement intéressante parce qu'elle souligne quelque chose qu'on a dit, redit et redit. C'est que parler de réduction des phytos sans parler de pression en même temps, c'est un peu compliqué. Hein, et donc, moi, je pense que ce serait intéressant de pouvoir continuer ce travail sur l'ensemble des parasites et ravageurs bioagresseurs de différentes cultures pour avoir cette classification, pour voir si elle est toujours vraie. Parce que bon, pour le blé, on le savait un petit peu, hein, mais sur d'autres cultures, et peut-être, je pense aux cultures maraîchères ou d'autres cultures qui sont moins travaillées, ça pourrait être tout à fait intéressant d'avoir cette classification et voir quelle est l'importance des modifications de pratique, même si on s'attache à ça particulièrement parce qu'on a on a la possibilité de faire quelque chose sur les modifications de pratique. Sur le climat, c'est plus compliqué. Hein. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et sur les variétés, par contre, on peut peut-être aussi travailler. Donc, est-ce que vous avez l'intention de poursuivre ce projet sur d'autres cultures et sur d'autres réseaux de bioagresseurs ? Donc moi, en tant que tel, j'ai pas ça fait pas partie de mes suites à court terme. On a valorisé là-dessus. On fait des formations pour appuyer les personnes et on essaye d'appuyer dans le cadre du réseau modélisation et analyse de données l'ensemble des personnes qui cherchent à mener ce genre d'essai, et notamment tout ce qui est réseau défi XP, on essaye de les appuyer. Là, il y a Jean-Noël Auberto aussi qui est pas là aussi, qui essaye d'appuyer là-dessus. Donc, je pense qu'on est vraiment dans l'idée d'amener des outils statistiques de modélisation pour essayer d'appuyer tous ces acteurs, pour essayer de quantifier et avoir du coup des chiffres derrière des affirmations autour de ça. Et donc appuyer notamment les acteurs des réseaux défi XP plutôt, on a mis, mais peut-être défi ferme aussi, mais qui est un réseau d'observation qui est un peu particulier, sur lequel il y a pas forcément d'observation, beaucoup des pressions biotiques. Voilà. À ce stade. Oui, je voulais répondre à la question que vous avez posée. Ça marche? Oui. Donc, parce Pierre qu'effectivement, le climat, il est subi. Ce qui nous intéresse, c'est que les pratiques et puis les variétés, ça fait partie des choix que peut faire l'agriculteur dans l'installation de son système. Donc, finalement, est-ce qu'on pourrait envisager de traiter le climat, non pas en montrant l'influence des différentes années climatiques, mais en se disant à un endroit donné, on a des statistiques là-dessus,
on a telle fluctuation du climat, telle fréquence de données, de situations qui vont favoriser telle ou telle maladie. Et en face de cette information-là, du coup, quelle est l'influence et l'importance des choix de pratique et des choix variétaux? Parce que le problème, il se pose quand même comme ça pour l'agriculteur. Donc est-ce qu'on peut aller plus loin dans votre... Moi, ça me frustre un peu quand on reste juste là, parce que le climat, il faut le traiter comme une variable qui n'est pas sur le même plan, quoi. Alors, comment on pourrait faire ça? Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on va peut-être se confronter à une limitation de données sur un endroit donné, quand on va être sur une zone donnée avec des variétés de pratiques. Et, enfin, voilà, c'est peut-être ça qui est ça. Et l'autre aspect, c'est que c'est vrai que le climat, on le connaît en fréquence sur un endroit, mais les collègues de Météo France nous disent bien qu'il faut se méfier de plus en plus de ces approches fréquentielles, parce qu'on est en plein phase de transition de changement climatique. Et on avait l'habitude en agronomie d'utiliser des séries de 20 ou 30 ans pour faire du fréquentiel. Et ils nous disent, ouais, il faut peut-être changer vos habitudes, passer plutôt sur 5 à 10 ans. Voilà, du coup, ça pose des questions sur nos approches fréquentielles aussi. Et du coup, quand on a une approche nationale, peut-être que c'est pas inintéressant de voir justement cette variabilité, parce que c'est peut-être celle qui va être subie. On ne sait plus trop, en fait, sur la partie climat, de toute façon. Merci. Autre point de vue, je tiens à dire à Mme Boutigny et à Mme Morison que vous pouvez réintervenir si ça vous réinterroge. Allez. Donc Xavier Rebou-INRA, c'est vraiment dans la suite de la question de Pierre. En fait, climat, plus d'importance que variété, qui ont plus d'importance que les pratiques. Et je me pose la question de la puissance statistique derrière, parce qu'en fait, effectivement, on dit que les pratiques, en fait, sont à effet partiel et que c'est l'association des pratiques qui va donner le résultat. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'interaction des pratiques. Et certaines pratiques peuvent venir pour faire diminuer la présence d'eau pendant la parcelle. Et à l'inverse, dans d'autres endroits, des pratiques vont essayer de contribuer à ce qu'il y ait de l'eau pendant longtemps dans la parcelle pour couvrir les besoins de la plante. Donc, on voit qu'effectivement, les pratiques viennent comme une forme de compensation. Et donc, dans quelle mesure, si on est... Tout l'effort qu'on a fait... Parce que le climat s'applique partout, le nom d'une variété s'applique partout, donc c'est évidemment... d'un point de vue statistique, on est très puissant pour analyser les effets. Est-ce qu'il y a eu un travail pour essayer de regarder comment on peut catégoriser les pratiques sur leur cohérence et leur logique générale, en fait? Donc avoir justement un regroupement en grandes catégories, au-delà des ambitions de rendement qui ont été retenues et présentées. Donc on n'est pas allé autant dans le détail parce qu'on avait du coup 4 niveaux d'intensification qui sont finalement... Enfin voilà, c'est des essais systèmes, donc derrière, d'une région à l'autre, d'un endroit à l'autre, c'est des choses relatives. Et on n'est pas allé dans le détail de cette analyse. Et en plus, je pense que ça a été raisonné, on a un niveau d'intensification classique, on a fait quelque chose d'un peu plus fort, et puis après on a réduit les intrants. Donc c'est pas quelque chose qui a forcément été... je pense que ça a été raisonné, mais il faudrait voir, je pense, une approche complémentaire. Je pense que Nicolas va sûrement présenter après dans l'approche sur défis fermes, enfin toutes ces approches-là, où on va beaucoup plus dans l'analyse des pratiques, et je pense que c'est là où il y aurait une complémentarité à chercher qu'on n'a pas eu le temps de faire dans les derniers temps. Voilà. Autre point de vue, c'est à vous, non? Ah, pardon. Je ne pensais pas qu'on avait le temps de reprendre une deuxième. On a le temps. Ouais. En vous écoutant, vous avez classé climat, variété, pratique culturelle. Et est-ce que les pratiques culturelles qui intègrent la gestion des variétés, par exemple les mélanges variétaux, etc., est-ce que ça a été pris en compte, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait avoir un impact plus élevé que les pratiques culturelles classiques, quoi? Alors c'est possible, mais là c'est vraiment... nous on a essayé de mettre en place une démarche générique, mais après on l'a appliqué sur un cas concret, et sur ce cas concret il n'y avait pas de mélange variétaux. Et du coup on a séparé bien pratique, et des variétés, parce que comme c'est des essais où on va comparer différentes variétés dans différents niveaux de pratique, c'est pour ça qu'on l'a fait, ce qui nous permet de bien isoler l'effet variété du reste. Voilà. Du coup, le mélange variétal, il faudrait peut-être le considérer comme une nouvelle... Enfin, on peut le considérer soit comme une pratique, soit comme un mélange, comme un levé variétal qu'il faudrait tester, mais on n'avait pas les éléments dans ce cas-là. Voilà. Irène Félix, Arvalis. J'ai été la gestionnaire de ce réseau pendant des années, donc je voulais apporter simplement un point de précision. Ce sont des essais qui mettaient en comparaison des itinéraires techniques, plus que des systèmes de culture, et avec la combinaison en fait, de leviers que nous avions mis en œuvre pour arriver à réduire un certain nombre de pressions de maladies notamment,
nous n'intervenions pas sur les ravageurs, donc de pression de maladie et de risque de verse. Ce qui fait que les leviers qui ont été combinés pour définir les différents itinéraires techniques sont la densité de semis, la fertilisation azotée et son rythme d'apport, les régulateurs et les fongicides. Donc il y avait bien une réflexion générale sur la pression de bioagresseurs pour la définition des itinéraires techniques. Et dernière information que je voulais apporter, on a aussi travaillé sur des mélanges variétaux dans ce cadre-là, sans plus-value particulière, dans le cadre de ces essais itinéraires techniques. Voilà. Et je crois qu'il est important de rappeler effectivement le poids du facteur variétal dans les résultats et les performances qu'on a pu atteindre dans les différents essais. Ce sur quoi nous n'avons pas travaillé, c'est d'autres éléments de système de culture qui peut-être pourraient jouer un rôle différent, par exemple des modes de travail du sol ou de présence de couverts vivants, par exemple, qui n'étaient pas testés dans le réseau. Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander à Nicolas Munier-Jolin de... Ah, voilà. Bonjour. Vous allez nous présenter SCEP Défi, c'est le nom de ce projet, système de culture économe et performant du réseau Défi, donc. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche à l'INRA au sein de l'unité mixte de recherche agroécologie à Dijon. Et vous êtes membre de la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Vous allez nous présenter SCEP Défi qui analyse les données produites par le réseau Défi pour améliorer les performances agronomiques et systémiques agronomiques. On peut le dire comme ça ? Exactement, oui. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc bonjour à tous. J'ai préparé cet exposé avec beaucoup de collègues partenaires du projet SCEP Défi que je n'ai pas le temps de présenter individuellement, qu'ils m'en excusent, mais je préfère me concentrer sur les résultats du projet qui, comme vous allez le voir, sont nombreux puisque le projet a été très productif. Donc comme vous venez de le dire, la philosophie globale du projet SCEP Défi, c'est vraiment d'accompagner le réseau Défi, en particulier le réseau Défi Ferme, de valoriser les données produites et de participer à son animation. Donc vous allez voir qu'on s'est intéressé au système économe en pesticides, leurs caractéristiques. On a regardé les relations entre le niveau d'usage de pesticides et les performances des systèmes. Et puis on a développé dans le cadre du projet des outils d'évaluation multicritères qu'on a pu utiliser dans le cadre de l'animation du réseau et pour évaluer la durabilité de systèmes de culture du réseau Défi, en particulier des systèmes de culture dits SCEP, comme système de culture économe et performant, qui avait été identifié par ailleurs comme économe et performant par le réseau Défi. Alors le premier des résultats est issu de la thèse de Martin Lechenet, qui se termine tout juste, qui a travaillé sur la filière grande culture, polyculture, élevage, et qui a regardé un petit peu à quoi ressemblaient les systèmes de culture économes en pesticides. Alors il a utilisé des méthodes statistiques d'arbres de régression, comme vous pouvez le voir sur la gauche de la figure. Donc l'idée, c'est de segmenter des niveaux d'usage de pesticides et d'identifier, d'aboutir à des arbres, chaque branche de l'arbre étant constituée d'une combinaison de variables qui décrivent à la fois le contexte de production et à la fois les stratégies agronomiques des agriculteurs pour discriminer les systèmes à faible versus fort usage de pesticides. Donc ce modèle, il explique une partie de la variabilité de l'IFT. Il confirme des hypothèses qu'on avait au départ, à savoir que les stratégies économes en pesticides résultent toujours de combinaisons de leviers. Donc, et ça a permis aussi d'identifier les leviers les plus fréquemment identifiés, comme la diversification des cultures, la diversification des périodes de semis, la diversification des variétés, comme ça a été évoqué à l'instant, le travail du sol, les réductions de doses, etc. Ça a permis aussi de montrer qu'il n'existait pas une stratégie unique à suivre pour réduire l'usage de pesticides, mais qu'il y avait une grande diversité de stratégies éco-phyto, diversité au sein d'un type de situation de production, et évidemment diversité entre deux types de situations de production. Les systèmes éco-phyto d'Alsace ou de Lorraine ou de Bourgogne ne se ressemblent pas forcément. Tout ça génère un ensemble de résultats qui est très volumineux et pas très facile à présenter en 1 minute. Donc je vous incite à aller regarder la brochure de synthèse de ces résultats qu'on est en train de finaliser et qui présente un petit peu les stratégies éco-phyto vraiment dans le détail pour chaque type de situation de production et de région. Il y a eu un article scientifique dans Agriculture System pour les plus fanatiques.
Juste pour dire qu'on a essayé d'adopter cette méthode d'analyse de l'IFT à d'autres filières, comme la viticulture, avec succès. Je passe très vite, mais ça a permis aussi en viticulture d'identifier des combinaisons de leviers associés au faible usage de pesticides, les réductions de doses, le désherbage mécanique, le type de pulvérisation, etc. Je vais très vite, d'autant que je ne suis pas spécialiste de la viticulture. J'ai juste retenu qu'en viticulture, l'interprétation était parfois délicate parce qu'il peut y avoir des biais liés à des composantes socio-économiques, comme par exemple le prestige du vin qui est associé à la vigne et qui peut générer des relations assez étranges entre des caractéristiques des systèmes de culture et les niveaux de dépendance aux pesticides. Et puis, dans le même ordre d'idée, il faut que je cite le travail qui a été fait aussi sur la viticulture par l'équipe de Jean-Marc Barbier à Montpellier, où ici, ils ne se sont pas intéressés aux données du réseau défi, mais aux données des enquêtes pratiques culturales du SSP, et que ça a permis de sortir aussi un article dans EJA identifiant les leviers majeurs associés à la faible usage de pesticides, que sont en particulier les deux leviers qui sont le plus fréquemment observés dans les différentes situations de production dans leur article. C'est la réduction de dose d'une part, et le retard du premier traitement, qui correspond à des traitements qui sont non systématiques en début de saison, puisque les viticulteurs attendent les premiers symptômes, et ça peut expliquer une part assez importante de la baisse d'usage de pesticides selon les régions et selon les années. Dans le cadre de ce projet SCEP Défi, il y a eu aussi du développement méthodologique, et un des développements méthodologiques importants, c'est le développement des méthodes d'analyse de cycle de vie qui ont été faits à l'INRA de Rennes, et surtout l'adaptation de ces méthodes à l'échelle pertinente pour le réseau défi, qui est l'échelle du système de culture. Voilà, c'est un des résultats majeurs, c'est que les outils d'analyse de cycle de vie sont aujourd'hui opérationnels et ont été utilisés, comme vous pouvez le voir avec cette petite illustration, pour évaluer des systèmes de culture du réseau défi. Alors, dans l'exemple que j'ai choisi, sur lequel je ne vais pas m'attarder, on a comparé, dans des cas de systèmes du réseau défi céréalier, comparé des systèmes de culture considérés comme économes et performants en bleu, ou non économes et performants, ou non économes ou non performants en rouge, sur un grand nombre de critères que sont, par exemple, la contribution à l'eutrophisation des milieux, le changement climatique, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais surtout ces outils opérationnels permettent de montrer que des systèmes qui sont économes en pesticides ne sont pas forcément performants sur tous les critères d'évaluation. C'est pas très joli, il y a eu des transformations de diapos. Je veux parler maintenant d'un autre outil d'évaluation multicritère, qui est l'outil DEXIPM, pour illustrer comment cet outil peut être utilisé comme support d'animation d'un groupe de ferme. C'est un outil d'évaluation de la durabilité des systèmes de culture. Et donc, il est utilisé dans cet exemple-là, dans la chaîne qui va du diagnostic d'exploitation, qui va être ici appliqué sur une exploitation particulière du réseau défi, donc un agriculteur qui a une rotation un peu diversifiée sur 6 ans avec 4 cultures dans la rotation, un labour tous les 2 ans, un IFT total de 2,5. Et puis, dans la démarche, on fait un diagnostic, on fait de la conception de système de culture, on accompagne la mise en œuvre et on finit par de l'évaluation. La conception du système de culture, c'est par exemple travailler avec l'agriculteur sur ses schémas décisionnels, la façon dont il prend ses décisions. On construit avec l'agriculteur un schéma décisionnel, ici c'est pour l'exemple de la lutte contre la flore adventice, qui est représenté ici, avec les différents leviers d'intervention qui sont représentés sur une frise temporelle sur la chaîne de rotation. Et puis on voit que sur cet exemple-là est représenté en rouge les changements qu'il y a eu entre la première période 2007-2009 et puis une période plus récente, 2012-2015, où l'agriculteur a allongé la rotation, a changé sa fréquence de labour, a introduit le binage sur le maïs, a toléré plus la flore adventice et a changé son système pour une couverture du sol pas permanente mais systématique. Et puis l'outil DEXIPM va nous permettre de faire de l'évaluation multicritère de ces changements de pratique. Alors ici vous avez les résultats de l'outil DEXIPM. Donc il y a tout un ensemble de critères d'évaluation qui relèvent de l'économique en haut, de l'économique, de la durabilité sociale et de la durabilité environnementale, qui sont agrégés de façon qualitative et séquentielle pour arriver à un indicateur de durabilité globale. Et on voit ici que donc ici c'est le résultat de l'évaluation multicritère en 2007-2009, et puis la même évaluation a été faite plus récemment, après les changements, et on voit que, vous voyez, il y a eu si vous regardez de près, il y a des évolutions positives avec une tendance, on va de plus en plus vers le vert, à la fois sur les aspects économiques, sur les aspects sociaux et sur les aspects environnementaux.
les bénéfices environnementaux étant liés entre autres à la baisse d'IFT, au changement de fréquence du labour qui a des impacts à la fois sur les risques érosifs et sur les risques de perte de phosphore dans l'environnement. Et puis le dernier critère, je ne l'ai plus en tête, il est marqué là sur ma diapo, c'est oui, la meilleure couverture du sol qui réduit les risques de lixiviation. Voilà, d'où et aussi ce type de démarche permet d'illustrer aussi des bénéfices à la fois économiques, environnementaux et sociaux qui sont associés à des changements de système de culture qui finalement ne sont pas des changements aussi drastiques et révolutionnaires que cela. Résultat suivant et marquant dans notre projet SCEP-DEFI, c'est un autre travail qui résulte de la thèse de Martin Lechenet, qui est un résultat tout récent, où il a étudié la corrélation entre le niveau d'usage de pesticides avec l'IFT et la productivité, d'une part, estimée à l'échelle du système de culture, et la rentabilité, d'autre part, toujours estimée à l'échelle du système de culture. Il aboutit à ce type de carte, où vous avez des points verts, des points jaunes et des points rouges. Les points verts, c'est des cas où il y a une corrélation négative entre le niveau d'usage de pesticides et la productivité. Les systèmes de culture qui utilisent moins de pesticides ont tendance à être plus productifs, de façon étonnante, que les systèmes qui en utilisent plus. Quand c'est jaune, c'est qu'il n'y a pas de relation entre l'usage de pesticides et la productivité ou la rentabilité. Et quand c'est rouge, c'est qu'il y a une relation positive, c'est-à-dire que ceux qui utilisent plus de pesticides sont soit plus productifs, soit plus rentables que les systèmes qui en utilisent moins. Et le résultat marquant, et qui a été publié récemment dans un article dans la revue Nature Plants, et qui a fait beaucoup de bruit dans les chaumières, c'est que, en fait, avec cette analyse-là, on montre sur la base du réseau DEFI qu'on n'identifie pas d'antagonisme entre IFT et productivité dans la quasi-totalité des situations de production, 94% des situations de production, et pas d'antagonisme entre IFT et rentabilité économique dans 78% des situations. Par ailleurs, Martin Lechenet ne s'est pas intéressé qu'à la productivité et la rentabilité, mais il a développé dans le cadre de sa thèse un indicateur de multiperformance qui intègre des éléments économiques liés à la rentabilité et à la robustesse, des aspects environnementaux liés aux impacts des pesticides, à la perte en azote, à la consommation d'énergie, et des aspects sociaux. Et je vous présente juste un petit résultat issu de sa thèse, qui est l'utilisation de mêmes méthodes statistiques qui tient compte des caractéristiques des situations de production pour étudier la corrélation entre l'IFT, l'usage de pesticides, et cet indicateur de multiperformance, qui montre la conclusion, c'est que dans la quasi-totalité des situations françaises, il y a une corrélation positive entre l'IFT et la multiperformance, ce qui serait un indicateur qui suggère que le pilotage de la transition agroécologique par l'IFT serait pas aussi absurde que ça, contrairement à ce qui est parfois dit dans des polémiques sur le sujet, sur le plan éco-phyto. Dernier résultat important que je voulais vous présenter, toujours issu de la thèse de Martin Lechenet, qui est le résultat de la simulation d'un scénario de transition généralisée du réseau DEFI, et c'est aussi extrapolé à la ferme France dans le cadre de la thèse, transition généralisée à des systèmes de culture éco-phyto, économes à pesticides. Ce que Martin a fait, c'est qu'il a simulé le cas où chaque ferme de grande culture de France changerait de système pour adopter les pratiques d'un agriculteur qui est voisin en termes de situation de production, même type de sol, même type de climat, etc., mais avec un IFT plus faible, avec une contrainte, c'est que la rentabilité économique soit au moins égale ou supérieure pour que l'agriculteur, évidemment, accepte de le faire. Alors ça se traduit par des choses très intéressantes. Ici, j'ai représenté ce graphique que vous ne voyez pas très bien, mais qui illustre l'impact que ça aurait en termes de relocalisation des productions. Ici, ce que vous voyez, c'est les régions de France. Oups, pardon, j'ai pas le bon. Les différentes régions de France. Et pour chaque région, vous avez deux barres qui représentent les volumes de production des différentes cultures, blé, orge, maïs, colza, etc., dans les différentes régions. Et la première barre, c'est le scénario actuel, et la deuxième, c'est le scénario sous l'hypothèse d'une transition, le scénario virtuel d'une transition généralisée éco-phyto. Et ce que vous voyez, en termes de relocalisation des productions, c'est qu'il y a des régions comme, par exemple, la Bourgogne, je ne sais pas trop où elle est par là, Bourgogne, qui est une région qui est dominée par le colza, le blé et l'orge, comme vous le savez, et sous ce scénario de transition généralisée, on aurait une réduction des niveaux de production, des volumes de production en blé, orge, colza, au profit du maïs, qui devient, dans le cas de la Bourgogne, une culture de diversification. Et si on regarde l'Alsace, en Alsace, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'Alsace étant dominée par le maïs, le blé
le blé devient culture de diversification dans des systèmes économes en pesticides, et on a plutôt une relocalisation, transfert de culture d'une région à l'autre. Et pour finir, un dernier résultat qui certainement générera des discussions dans la salle. Il a extrapolé donc, ces scénarios de transition généralisée à l'échelle de la France, comme je viens de le dire, et évalué l'impact que ça aurait sur la balance commerciale de la France. Et les grands résultats, en quelques mots, sont les suivants. On aurait globalement, selon ces scénarios de transition généralisée, qui, je le rappelle, sont fondés sur des systèmes de culture qui existent déjà dans le réseau DEFI. Ce n'est pas non plus de l'extrapolation trop virtuelle. Les systèmes de culture existent déjà dans le réseau DEFI. Ça générait une baisse d'IFT en moyenne sur la ferme France de 30%, une hausse globale de la production qui serait la résultante d'une part d'une baisse des volumes de production en blé, orge et colza, pour les raisons que j'ai évoquées dans la diapo précédente, mais qui est compensée par des hausses des volumes de production en prairies, maïs et légumineuses à graines, l'ensemble générant une tendance à la hausse de production de protéines sur la ferme France, et donc une augmentation, une amélioration de l'indépendance protéique de la ferme France pour l'alimentation des animaux, et puis une baisse globale de la consommation des engrais. Et quand on regarde ce que ça génère en termes de balance commerciale pour la France, on voit que ça génère des déficits commerciaux, qu'on évoque souvent, une baisse des exportations de blé, un petit peu, une baisse des exportations d'orge plus importante, une baisse de la production de colza qui se traduirait par une baisse de la production en équivalent pétrole en énergie de colza énergétique. Mais il faut bien mentionner les bénéfices commerciaux qui résulteraient de cette transition généralisée d'une part une hausse des exportations de maïs, une baisse des importations d'énergie parce que les systèmes sont plus économes en engrais, et une baisse très importante des importations de protéines extra-européennes sous forme par exemple de tourteaux de soja. Et donc voilà, je ne veux pas rentrer dans la valeur des chiffres, et il faut que je conclue en plus, c'est ça ? Ah oui. Mais je tiens à présenter ce résultat pour montrer qu'il y a des arguments, ça apporte des arguments importants au débat qu'on peut avoir dans notre communauté sur les conséquences que pourrait avoir une transition généralisée vers des systèmes économes en pesticides ou relevant de l'agroécologie. Très bien, je vais immédiatement demander des points de vue. J'ai deux diapos de conclusion. Bon, mais... on a dit qu'on ne concluait pas, qu'on ouvrait. Juste, je dis quand même que le projet a contribué à l'animation du réseau DEFI. Je ne rentre pas dans le détail. On a beaucoup participé à des séminaires du réseau DEFI. On a fait des outils de communication sous forme de brochures, mais aussi sous forme d'interfaces web qui sont des outils qui vont, je pense, se développer dans notre communauté pour présenter des résultats agronomiques. Et puis, il y a des ouvertures sur des projets de recherche futurs, mais comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais si vous avez le temps, vous avez donné tous les signes, là c'était ouvert, effectivement, comme conclusion. Je suis désolé, le temps passe, il nous reste 8 minutes, j'ajoute 5 minutes, on reviendra après la pause café à 11h, ce n'est pas grave, on va réguler tout ça. Qui veut donner un premier point de vue, soit directement sur ce qui a été exposé, soit des questionnements qui... Oui, il y a... Ah pardon, oui. Relevez la main, comme ça on vous repère. Voilà. Allez-y. Alors, c'est pas vraiment un questionnement sur Arnaud Joulin, Drave Grand Est, sur cet exposé, mais plutôt sur, je dirais, la disponibilité générale de vos travaux de recherche dès lors qu'ils sont publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, ce que vous voulez, en anglais. Ce sont à ce moment-là des documents qui deviennent inaccessibles, des résultats qui sont inaccessibles aux agents de terrain. Je suis très intéressé par le prolongement qui en sera donné effectivement et la valorisation qui en sera donnée à travers les brochures et les différents éléments qui en résulteront. Mais nous on a besoin en termes d'éléments terrain parce que accéder à l'article de Nature Plants, c'est impossible pour le petit fonctionnaire que je suis. Voilà. Alors, on en a conscience et c'est un peu le processus normal de la recherche. On publie dans des revues scientifiques et ensuite il faut effectivement donner accès à tout le monde à l'information. Donc alors, on va y travailler. Oui. Alors c'est peut-être le processus normal de la recherche, ce n'est pas le processus normal de l'innovation. J'ai beaucoup travaillé sur l'innovation. La question que vous posez est centrale. Elle a été posée hier. Et elle a même été posée sur une question très cash. Pourquoi les agriculteurs n'adoptent-ils pas
les outils que nous sommes en train de faire. Si effectivement il n'y a pas cette circulation, y compris dans la construction, dès le début de tout ce qui s'opère, ça ne marche pas. L'innovation ne marche pas. Parce qu'on ne se sent pas acteur de l'innovation. Si on reçoit à la fin un exposé tout d'un coup qui vient de loin après 5 ans de recherche et tout, on n'est pas acteur. On n'adopte pas d'ailleurs, on s'approprie quelque chose et puisqu'on s'y approprie, on est acteur et co-acteur puisqu'on est aussi facteur d'innovation potentielle dans le domaine, y compris avec d'autres, je l'ai déjà dit. Donc la question pour moi est centrale et je voulais savoir d'ailleurs si tous ceux qui font des projets se connectaient entre eux. Puisqu'il y a dans tous les projets des problématiques qui ressortent qui sont un peu mêmes. Donc je voulais savoir si vous étiez connectés, tout simplement. On est connectés dans la mesure où on... Non, si ça circule, si les informations déjà entre vous circulent, puisque la question était posée par rapport aux acteurs de terrain, comme on dit. Est-ce que vous connaissiez les résultats que j'ai présentés sur les sorties du réseau défi? Moi, oui, je les connais. Parce qu'on est dans une communauté d'agronomes qui travaillons sur les systèmes de culture innovants en réduisant les pesticides. Et donc cette thématique, on l'a abordée aussi par le passé. Et là, la démonstration à grande échelle de la possibilité de construire des systèmes de culture économes en pesticides et performants, je la connais bien, oui. Et je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Allez-y. Oui, bonjour, Yannick Billon, donc service agronomique coopératif Cavac. Si j'ai bien compris votre exposé, vous nous avez montré qu'avec une baisse d'IFT de 2,5 à 2, une baisse de 20%, on n'avait pas forcément de baisse de productivité ni de baisse économique. Que fait-on donc dans ce cas-là avec des rapports de l'INRA de 2011 qui nous annonçait une baisse de 30% sans baisse économique pour les agriculteurs? Et je crois même que le rapport, on a un nouveau rapport de l'INRA récemment sorti qui nous annonce qu'avec une baisse de 30% d'IFT, on n'a pas de baisse économique non plus pour l'agriculteur, puisque là, vous êtes plutôt à 20 et non pas à 30. Non. Pour qu'on soit co-acteur, il faut qu'il y ait un climat de confiance et donc qu'on puisse se comprendre en communication. Dans ma présentation, dans le scénario de transition généralisée fondé sur l'adoption par l'ensemble de la ferme France des systèmes de culture de réseau défi les plus économes en pesticides, on aboutit à un résultat de moins 30% globalement en moyenne sur la ferme France. Donc il y a une convergence entre ces résultats issus de l'analyse a posteriori des systèmes de culture du réseau défi et le rapport INRA, Ecophyto R&D qui a été fait il y a de nombreuses années. Pour autant, on pourrait en discuter très longuement. Il y a convergence des chiffres, mais à mon sens, il y a assez de grandes divergences de résultats. Parce que ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que ces moins 30%, il résulte dans notre scénario d'un scénario de reconception assez profonde des systèmes de culture. Chaque ferme du réseau défi, dans ce scénario-là, adopte les pratiques d'un autre, mais y compris la rotation, diversifiée, les changements de variété, éventuellement introduit du désherbage mécanique, etc. etc. Donc c'est des reconfigurations très profondes. Et qui passe par la reconception, la deuxième étape qu'on nous demande de faire de 2020-2025. Ouais. D'accord. Mais le problème, c'est que sur le terrain, on reçoit des informations. Les 30% nous ont été annoncés en 2010 ou 2011 déjà. Depuis, on a des nouvelles solutions techniques sur le terrain, des nouvelles techniques alternatives. Le button-up marche très bien, effectivement, et est très productif. Et je crois que c'est la meilleure source d'ailleurs d'innovation pour moi. Mais bon, donc déjà les 30% en 2011, en finalité, non. C'était que, voilà, peut-être que maintenant on y arrive, mais il faut faire attention avec ces communications où sur le terrain, on a l'impression qu'on nous dit des choses qui ne sont pas objectives et qui se contredisent quelquefois. C'est pas, voilà. Et une dernière remarque, le réseau défi, pour m'occuper, mettre un petit peu impliqué dans en Sud-Vendée, on a quand même des exploitants qui sont un petit peu dans le top. C'est des gens qui sont dans la démarche d'innovation. Ce n'est pas malheureusement la majorité. Voilà, ce sera toujours les innovants qui vont tirer les autres, mais alors attention, c'est pas très représentatif. J'ai peur qu'il y ait une mauvaise interprétation. D'abord, deux choses sur ce sujet-là. D'une part, dans la thèse de Martin Lechenet, il y a justement un travail qui regarde la représentativité du réseau défi en termes de pratique, en termes de contexte, mais aussi en termes de pratique du niveau d'usage de pesticides. Et en fait, on se rend compte qu'au démarrage du réseau, finalement, la représentativité n'était pas si mauvaise que ça. Deuxième chose, ces résultats, c'est moins 30%, ce n'est pas des évolutions des pratiques des fermes du réseau défi. Ces résultats sur moins 30%, là, ils résultent de l'analyse de la diversité intra-réseau qu'on avait au démarrage du réseau. Au démarrage du réseau, il y avait des agriculteurs du réseau qui consommaient beaucoup de pesticides, d'autres moyennement, d'autres beaucoup moins. Et c'est l'analyse
de cette diversité de pratiques qui aboutit aux conclusions que je vous ai présentées. C'est pas du tout une analyse des trajectoires d'évolution. D'ailleurs, c'est dans ma conclusion, ça doit être encore affiché. C'est un des thèmes justement de recherche qu'il faut faire maintenant, c'est de passer à l'analyse des trajectoires d'évolution, et ça sera d'autres résultats qui seront différents. Merci. Il reste 4 interventions, je crois, ou 5, 6. C'est très bien. Est-ce que vous pouvez faire très court? Il reste 0 secondes là, hein, donc il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous pouvez faire très court, mais que tout le monde s'exprime? Ça, c'est très bien. Allez-y. Donc, Olivier Junot, Direction Générale des Outre-mer. Donc, une question et une remarque un petit peu sous forme de témoignage. Donc, ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure, la disponibilité de la thèse. Et un témoignage à l'échelle d'une filière, ça peut marcher. En Outre-mer, on a la filière banane qui a fait évoluer les systèmes de culture, et on a eu des réductions d'IFT qui sont de plus de 50%. On a une amélioration économique avec un cycle notamment de retour des plantations qui sont beaucoup plus longs et ainsi de suite. Donc je veux dire, après ils l'ont fait un petit peu contraint et forcé, mais juste pour dire que voilà, après il faut peut-être passer aussi à l'étape transfert et à l'étape grande échelle. La filière banane, c'est une toute petite filière, c'est 600 agriculteurs, mais quoi qu'il en soit, si on s'en donne les moyens, ça peut marcher. Disponibilité de la thèse a été soutenue avant-hier, donc c'est tout récent, elle sera disponible, mais ça ne suffira pas, je pense, parce qu'il y a une partie de la thèse qui est en anglais, donc ça ne nous affranchit pas de faire de la communication dans des revues type Phytoma ou autres, qui sont des revues voilà, plus dirigées vers la profession agricole. Autre point de vue? Levez les mains, toujours. Voilà. Oui, voilà. C'était madame d'abord et ensuite vous. Claire Lamine, sociologue à l'INRA d'Avignon. Je vais poser une question de sociologue de base, dont on n'a pas eu le temps d'ailleurs de discuter dans une de tes présentations la semaine passée, Nicolas. C'est comment vous avez établi vos critères ou proxys sur la performance sociale, et pourquoi le choix de la productivité là-dessus? Alors, on n'a pas du tout la prétention que notre indicateur de multiperformance qui a été développé dans le cadre de cette thèse, il soit parfait. Il est très perfectible, notamment en termes de nombre d'indicateurs, c'est toujours perfectible. En particulier, c'est toujours perfectible sur la dimension sociale, où on est en général mal à l'aise pour définir des indicateurs. Et la mise en place, enfin, la productivité, le fait qu'on a intégré la productivité dans les indicateurs sociaux, c'est effectivement un élément de débat. Derrière, il y a l'idée que le rôle de l'agriculture, c'est aussi de contribuer à la production globale de biens et d'aliments, et en particulier de biens alimentaires pour nourrir la planète, entre guillemets. Et c'est ça qui est revendiqué derrière cet indicateur de productivité dans les indicateurs sociaux. Très bien. Autre point de vue? Oui, Dominique Jonville, BSF. Moi, j'ai 2 petites questions. Simplement, c'est par rapport aux surfaces. On a parlé de la balance commerciale tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur la ferme France d'évolution des surfaces, oui, des principales productions? Et deuxième petite question, c'est que devient Martin Lechner maintenant? Évolution des surfaces, mais elles sont très corrélées aux évolutions des volumes de production, hein, parce que les évolutions de volume de production représentent grosso modo des évolutions de volume de surface, puisque les rendements ne changent quand même pas tant que ça. Voilà, et c'est dans la thèse. Et voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire? Martin Lechner est un brillant agronome des systèmes de culture, et c'était une thèse CIFRE, co-financé par AgroSolutions, le bureau d'études d'Invivo. Et Invivo a vu toutes les qualités de ce jeune doctorant et l'a recruté le lendemain de sa soutenance. Donc, dernier point de vue, c'est le dernier. Hein. Oui, donc moi c'est... Avant-dernier, allez. Une remarque un peu générale, que m'inspire l'ensemble des intervenants de ce module, qui est très intéressant. Donc Laurent Charlier, donc CIVB, donc on est sur les filières viticoles. On a ici un certain nombre de solutions qui sont proposées, qui sont plutôt tournées vers la céréale, mais il y a certainement aussi des solutions pour les autres filières. Moi, il me semble, on a parlé tout à l'heure de l'impact du climat, enfin de l'impact des variétés, etc. On est assez demandeur aussi sur notre filière notamment, mais ça doit être dans d'autres également, d'intégrer, pour qu'on ait des solutions utilisables, donc pour réduire l'usage des produits phytosanitaires, d'intégrer l'impact de la gestion du personnel
et également du poids de la réglementation qu'il faut appliquer évidemment. Donc ça rejoint peut-être des dimensions sociologiques, puisque j'entends qu'il y avait une sociologue dans la salle. Et c'est vrai que sur notre filière en particulier, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de traitements qui sont, vous aviez évoqué le recul du premier traitement Ving par exemple, mais il y a certains traitements qui sont liés alors, à des choses toutes bêtes, mais les ponts du mois de mai, qui vont faire en sorte qu'on va anticiper ou pas, suivant qu'on veut se mettre dans une stratégie préventive, curative. Il y a le fait que ça va être le salarié ou ça va être l'exploitant qui va faire le traitement. Voilà, il y a les problèmes de rentrée, les problèmes qui vont gérer qu'on va faire des îlots, etc. Enfin, il y a toutes sortes de contraintes liées à la gestion du personnel et la réglementation, je crois que les deux sont liés, qui sont très fortes et qui vont, en plus de la météo, en plus de plein de choses, faire en sorte que dans une exploitation ou dans le voisin chez le voisin qui va avoir peut-être les mêmes pressions, la gestion ne sera pas la même. Et on sait que ça impacte sur la décision de traitement, mais des études, alors je ne sais pas s'il y en a, j'ai regardé le programme rapidement, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait, mais des études qui permettent un petit peu de quantifier et de voir quels sont les leviers pour agir là-dessus, je pense que ce serait important d'y travailler. Voilà, c'était plus une remarque. Merci beaucoup. Dernière intervention, il nous reste 15 secondes, c'est une intervention très courte. Sinon je coupe parce que c'est la pause. Bonjour, Thierry Bordin, réseau de surveillance biologique du territoire de la région Centre-Val de Zoire, donc chambre régionale. Je voudrais intervenir sur les liens qui sont faits entre les différents compartiments d'Ecofito, la recherche, l'ASBT et puis DEFI, et notamment sur le projet Casimir. C'est-à-dire comment vous prévoyez une vulgarisation et comment vous prévoyez une intégration qui n'a pas été prévue au départ et malheureusement dans les réseaux BSV. Parce qu'on utilise des bases de données qui sont nationales et reliées avec Epifit. Et là, ce qui me gêne au niveau du travail sur Casimir et puis réseau DEFI, c'est que c'est d'autres bases de données, parfois des fichiers Excel qui ne sont pas convertibles et qui posent un problème. Et notamment sur le réseau DEFI, il y a le problème de la pression biotique qui est mal analysée. Et donc on a des échecs en région où au sein de réseau DEFI, il y a une ferme où ça marche, où on arrive à faire du moins 30%, et il y a d'autres fermes avec exactement les mêmes pratiques qui font plus 30%, et où l'explication n'est pas faite parce que la pression biotique n'est pas analysée, parce que la pression climatique n'est pas analysée. On l'a vu à l'intervention aussi de François Brun, où la pression, en effet, biotique est très importante et à relier avec le climat. Donc c'est là où se pose le problème de la communication, je dirais, entre unités et au sein du projet Casimir. Qu'est-ce qui a été fait pour cette vulgarisation vers les autres entités d'Ecofito et comment vous allez le passer, par exemple, dans un projet ARENA, qui est un casse d'art donc à la fois biodiversité, mais en relation avec les réseaux SBT, pour avoir une notion de couple auxiliaire avec ravageurs. Voilà. Alors, cette question est centrale, elle circule sans arrêt. Là, on va faire la pause. La question n'est pas uniquement posée à vous, d'ailleurs, elle est posée de manière plus globale. Je propose que dans les débats, on y revienne tout à l'heure. Ça vous va ? Donc c'est la pause. On revient à 11h. 11h. Et je vous remercie. Et je tiens à remercier quand même les personnes qui ont présenté leur projet. Oui.